On va commencer maintenant le webinaire, donc je vais lancer la présentation. Donc, bienvenue pour cette session autour des services financiers numériques à Madagascar. Je me présente, je suis Karima Vardak, je m'occupe de la communication et du partage des connaissances pour les programmes dans la finance digitale proposés par UNCDF. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas UNCDF, UNCDF facilite l'accès aux capitaux publics et privés aux populations les plus démunies dans les 47 pays les moins avancés dans le monde. Donc, on a plus d'une décennie d'expérience, notamment dans la finance digitale. Nous avons été créés au même moment que le PNUD, donc nous sommes déjà une vieille institution des Nations Unies. Je serai votre hôte aujourd'hui, donc je vais faciliter la session cette session qui va prendre à peu près 1 heure. Donc, notre équipe à Madagascar vient de terminer le diagnostic de l'écosystème des services financiers numériques à Madagascar et cette étude est sur le point de départ donc, de ce webinaire aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais juste prendre quelques minutes pour vous indiquer ou vous rappeler comment fonctionne cet outil Zoom dans un webinaire. Donc, c'est une plateforme qui contient 2 types de fonctionnalités pour dialoguer avec nous. Un chat, en général, qui est utilisé pour nous signaler si vous avez quelques soucis techniques ou pour nous dire bonjour, nous saluer, etc. Mais il y a aussi une fonction question-réponse. Et donc, je vous invite à utiliser cette fonction question-réponse pour nous aider dans cette tâche de modération, donc des questions et des réponses. Comme je suis votre facilitatrice aujourd'hui et que ça va m'être difficile de regarder en permanence toutes vos questions, j'ai avec moi aujourd'hui Lysandra Fessalbon et Dina Ariani qui est basée à Madagascar, qui vont m'aider donc à faire la synthèse de vos questions. Elles répondront, donc Lysandra notamment répondra à vos demandes d'assistance technique éventuelles. Donc, dernier rappel aussi, la session est enregistrée et elle sera partagée après la session ainsi que le diagnostic. Donc, notre session aujourd'hui va se découper en, on va dire, 4 grandes parties. On va commencer d'abord par une présentation rapide du diagnostic, donc une synthèse donc, des principaux résultats du diagnostic. Puis, on va vous présenter une proposition de groupe de travail sur les services financiers numériques à Madagascar pour ensuite aller dans un panel, une discussion autour des services financiers numériques à Madagascar et de la réponse au Covid-19, qui est le sujet qui nous préoccupe tous beaucoup en ce moment. Et enfin, nous aurons une phase de questions-réponses et nous aurons à peu près entre 20 et 25 minutes pour vos questions-réponses à la fin de cette session. Mais pour commencer, je voudrais que le panel puisse se présenter et donc que les intervenants d'aujourd'hui puissent se présenter afin que vous puissiez entendre leur voix. Donc, voici les panélistes aujourd'hui. Donc, je vais me tourner vers chacun d'entre eux pour qu'ils puissent se présenter. On va commencer par, dans l'ordre de présence ici, là, sur le slide. Donc Bertrand, s'il te plaît. Oui, bonjour Karima, bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Moulin, je suis consultant inclusion financière et numérique au sein d'Amarante Consulting. Merci. Et Amarante Consulting a été mandaté pour accompagner UNCDF, notamment pour le travail ici à Madagascar. Ok, merci. Henri? Bonjour Karima, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Henri Diouf et je suis le représentant résident adjoint du PNUD à Madagascar. Merci. Merci. Sabine? Bonjour tout le monde, je suis Sabine Mensa, la coordonnatrice régionale inclusion financière et numérique de UNCDF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci beaucoup Sabine. Tiana? Bonjour, je suis Tina Ramparan, je suis le coordonnateur national de la finance inclusive au sein du ministère de l'économie et des finances et je salue et remercie tous les participants d'avoir répondu à cette invitation. Merci.
Merci. Donc, je ne me présente pas, vous m'avez déjà entendu. Donc, je suis Karima Vardak. Mais donc, commençons maintenant avec la première partie, donc le diagnostic. Donc, je vais t'inviter, Bertrand, s'il te plaît, d'abord à nous donner quelques informations sur la méthodologie du diagnostic avant que Oui, nous rentrions dans les chiffres clés. Donc, quelle est la méthodologie que nous avons suivie pour ce diagnostic? merci pour la question. Nous avons suivi essentiellement deux approches. Une revue documentaire, d'une part, et puis des entretiens. Pour ce qui est de la revue documentaire, on a recouru à des documents, notamment le diagnostic MAP initié par UNCDF, mais également des rapports d'activité, notamment de régulateurs de services financiers et de télécommunications, également des documents stratégiques comme la stratégie nationale d'inclusion financière développée ici à Madagascar avec l'aide de UNCDF de nouveau. Quant aux entretiens, il y en a eu une quinzaine avec des acteurs variés, notamment des opérateurs de mobile money, des autorités de régulation, des institutions financières, ainsi que leurs associations professionnelles, y compris les startups aussi d'ailleurs. D'accord. Et donc merci pour ces précisions. Donc, c'est un diagnostic qui a été mené un peu de façon similaire dans d'autres pays et qui a donné un certain nombre de résultats. Et pour dialoguer un peu avec vous, même si c'est silencieux, on a prévu une petite question avant de rentrer dans les chiffres clés. Donc, je vais lancer maintenant un poll que nous allons voir ici, que vous devriez voir maintenant sur votre écran. Donc, avec la question suivante. Donc, quel est le pourcentage de personnes à Madagascar qui utilisent un service mobile money? Donc, d'après les chiffres Fundex 2017. Faites votre choix. Je vous donne encore quelques secondes, peut-être pour faire votre choix. Et nous allons commencer, après que vous ayez fini de répondre donc à cette question. Je crois qu'on est quasi à 40% de participation pour l'instant, donc je vous laisse encore quelques secondes. On va démarrer sur ce premier résultat que vous allez nous donner, vous, avec la présentation des chiffres clés du diagnostic. Donc, je vous donne encore quelques secondes. On est presque à 60% de participation. Je vois qu'il y a… les chiffres sont serrés. Ça se répartit de façon entre les trois chiffres pour l'instant. Donc, je vais maintenant, ça fait une minute, je vais clôturer le poll et je vais diffuser les résultats. Et sur cette base-là, voilà. Donc, on voit qu'une majorité d'entre vous pense que c'est 12%. Et c'est plutôt bien, n'est-ce pas, Bertrand? Puisque c'est bien 12% de personnes qui utilisent les services mobile money à Madagascar. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 30% qui pensent 18% et 28% des participants qui pensent que c'est 6%. Je vais clôturer ici, on va passer aux chiffres clés. Et justement, les 18%, en fait, j'avais un peu triché, je me menais en erreur, ces 18% sont indiqués ici. Donc, il y a aujourd'hui 18% de personnes à Madagascar qui utilisent des services d'institutions financières et des services mobile money. Est-ce que tu peux nous commenter ces chiffres qui sont ici, oui. Bertrand, s'il te plaît? Oui, il y a le sondage qui, je crois, bloque un petit peu le fond, les informations sur eux. Ah, je vais le clôturer. Il me semble voilà. que je l'avais clôturé. Normalement, il doit être fermé maintenant. C'est bon? Oui, oui. Okay. Oui, en effet, Karima, la majorité a raison. Hein. En fait, le 18% représente le chiffre global d'inclusion financière à Madagascar. Mm-hmm. En fait, ce chiffre comprend donc 12% pour l'utilisation de mobile money et 6% pour la détention de comptes dans une institution financière formelle. Voilà. Il faut également noter que ce chiffre a doublé en quelques années, ce qui est intéressant à remarquer. Ce chiffre a doublé, mais reste malgré tout faible si on compare ce chiffre à celui d'autres pays similaires à Madagascar, et cela pour plusieurs raisons, notamment un taux de pénétration du mobile money qui
tout de même reste faible, l'électricité qui limite l'utilisation de ces services, surtout en milieu rural. Et également, parfois, un manque comment j'appelle ça, de documents d'identification, ce que nous appelons KYC. Et là, je pense que l'assistance de UNCDF pour tout ce qui est identification biométrique pourrait aider à l'avenir. Nous retenons aussi, en fait, quand nous regardons ces chiffres, qu'il y a un potentiel du coup. Si on regarde les 40% de taux de pénétration et les 12% d'utilisation de mobile money, je pense qu'il y a un potentiel qui est énorme, d'autant plus qu'il y a une bonne couverture du réseau, en tout cas pour le réseau de 3G. Donc, il y a un potentiel énorme sur lequel on peut travailler pour améliorer l'inclusion financière et numérique à Madagascar. Oui, donc il y a une marge de progression pour l'inclusion financière et notamment via les services de mobile money. Et un autre indicateur important, donc on voyait dans le diagnostic, c'est le fait qu'il y a maintenant toute une série de services qui sont mis en place, notamment tous les services de première génération qu'on considère comme les rails nécessaires au développement des services financiers numériques. Et donc, dans ce prochain slide, Bertrand, tu nous as compilé l'ensemble des services qui sont actuellement disponibles à Madagascar et qui montrent le potentiel et la dynamique qui est en train de se mettre en place à Madagascar et qui va permettre d'accroître cette inclusion financière. Donc, est-ce que tu peux nous commenter rapidement justement ce slide ? Oui, en effet, à Madagascar, nous avons constaté de par notre recherche que c'est un marché dynamique, vraiment en pleine expansion. Il y a notamment donc, les produits de première génération dont tu viens de parler, les dépôts, les retraits à l'achat de crédit, les transferts également entre personnes, mais également internationaux, et également possibilité, et cela existe déjà depuis quelque temps, d'utiliser le mobile money pour le paiement de marchands, de services, notamment les factures d'électricité, d'eau, etc. Il y a également, depuis quelque temps, les paiements, j'appellerais ça les transferts entre entités. Ça peut être de la personne au gouvernement, notamment les impôts. Ça peut être du gouvernement à la personne, comme les pensions. Et ça, c'est quelque chose qui commence à bien prendre ici, à Madagascar. Et en effet, ce potentiel pourrait être, je pense, réalisé sur base de la deuxième génération de produits qui fait en fait intervenir l'intégration de plateformes d'institutions financières avec celles d'opérateurs de mobile money, ce qui donne naissance en fait à des produits de prêt ou d'épargne instantanée, mais également de pouvoir payer l'électricité solaire via un mécanisme qu'on appelle Pay as you go. Il y a également récemment des outsiders, comme j'aime les appeler, comme la Poste, qui rentre dans le jeu des services financiers numériques, mais également d'autres acteurs comme des startups qui se lancent dans l'e-commerce. Mais ça, c'est au tout début. Le potentiel est énorme pour l'avenir. OK. Merci beaucoup. Et donc, sur la base du diagnostic, l'équipe a tiré un certain nombre de recommandations qui sont présentées donc, dans le slide suivant. Donc, si tu peux nous commenter ces recommandations donc, tirées du diagnostic et qui visent à permettre d'accroître l'inclusion financière via le développement des services financiers numériques à Madagascar. Oui, en effet, pour pouvoir capitaliser sur cette dynamique positive, il y a quand même lieu de renforcer notamment la capacité des autorités de régulation qui sont par ailleurs proactifs. Cette capacité renforcée des autorités pourrait permettre notamment de développer des réglementations adaptées au contexte local et pouvoir d'ailleurs permettre une utilisation et un recours à des transferts comme je viens d'énoncer. Et le rôle de l'État et du gouvernement dans ce genre de transfert est catalytique. Nous avons parlé par exemple de paiement de pension ou de paiement de paiement de pension, de paiement d'impôts. C'est quelque chose qu'il faut continuer. Nous avons également relevé en fait qu'il y a besoin d'incitation
pour avoir un écosystème qui soit le plus large possible et le plus actif possible. Ces incitations pourraient être destinées aux startups du numérique, également pour les opérateurs de mobile money, pour qu'ils puissent investir dans l'infrastructure et permettre un accès aux services, notamment pour les zones rurales. Comme nous l'avons remarqué, le modèle malgache est centré sur les opérateurs de mobile money. Il y a lieu d'étudier d'autres possibilités, notamment des modèles centrés sur les banques et la promotion de nouvelles technologies comme le blockchain. D'accord. Il y a lieu également de continuer les efforts en matière d'éducation financière et numérique. Et tout cela va dans le bon sens déjà à Madagascar, mais il y a lieu de l'intensifier pour l'avenir. D'accord. OK. Merci beaucoup, Bertrand. Et donc, justement, pour pouvoir passer à une étape de mise en œuvre de ces recommandations, une des leçons que nous avons apprises en intervenant dans d'autres pays, c'est qu'il est important de mettre en place ce qu'on appelle un groupe de travail des services financiers numériques qui va permettre de créer une dynamique sur le marché pour pouvoir développer l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est bien d'avoir un portefeuille électronique et de pouvoir y faire du cash-in ou du cash-out, mais c'est encore mieux de pouvoir faire toute une série d'opérations qui sont utiles au quotidien des populations, que ce soit le paiement de l'éducation, que ce soit des paiements de santé ou de l'électricité, ou des services à destination des agriculteurs. Donc, il faut qu'un écosystème se mette en place. Et pour que cet écosystème se mette en place de façon dynamique, nous avons appris par notre expérience, notamment au Bénin, au Sénégal et en Zambie ou en Ouganda, pour en citer quelques-uns, ou même le Népal, que mettre en place des groupes de travail sur les services financiers numériques fait partie de la clé qui permet de débloquer un certain nombre de challenges ou d'obstacles au développement de l'écosystème. Donc Sabine, je voudrais te donner la parole peut-être pour donner un peu d'éclaircissement sur en quoi consiste un groupe de travail et quelle serait cette proposition à Madagascar. Merci beaucoup, Karima. Alors, en général, l'objectif du groupe de travail, c'est vraiment de créer un cadre de dialogue et d'échange entre les diverses parties prenantes de l'écosystème dans le but de promouvoir et de lever les barrières au développement de la finance digitale pour le bénéfice de l'inclusion financière à Madagascar. Et comme vous pouvez le voir au niveau des participants souhaités, c'est un forum avec une participation large, vraiment où le gouvernement, les régulateurs, les fournisseurs de services, les représentants des consommateurs, les partenaires techniques et financiers se retrouvent. Et lorsque ce groupe est créé, l'objectif, c'est vraiment de le créer dans un souci de pérennité pour que ce soit une plateforme qui perdure. Et donc, dans ce souci, bien sûr, on voudrait, et en général, dans la plupart des pays où le groupe est en marche, la présidence du groupe est généralement, c'est le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances et la vice-présidence pour le régulateur financier, régulateur télécom. En général, nous sollicitons de ces institutions de confirmer un titulaire et un suppléant qui doivent les représenter, et ces représentants doivent absolument participer à toutes les rencontres et valider les comptes rendus des rencontres de toutes les sessions. C'est vraiment pour permettre une prise en compte de ces recommandations-là au niveau le plus suprême, on va dire, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire évoluer l'écosystème des services financiers et numériques et de contribuer à l'inclusion financière au niveau de Madagascar et dans les pays. Donc, ça fait quand même, on va dire, 5 à, je dirais même plus que ça, on va dire entre 8 et 8 ans à peu près qu'on a commencé cette expérience de groupe de travail. Et lorsqu'on demande aux participants de l'écosystème dans les divers pays quel est l'instrument qui a le plus contribué à l'évolution de l'écosystème,
En général, la réponse, c'est le groupe de travail. De façon trimestrielle ou semestrielle, à décider bien sûr par les participants du groupe pour permettre justement à cette plateforme de continuer et d'être une inspiration sur les bonnes pratiques, le partage de bonnes pratiques, le plaidoyer pour un écosystème et une réglementation plus ouverte. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion de partager les thèmes de référence avec tous les participants intéressés. L'objectif étant d'avoir vos inputs sur les besoins spécifiques de Madagascar pour s'assurer que lorsque nous faisons le plaidoyer avec le ministère et la Banque centrale, nous représentons votre voix. Voilà. Ok, merci beaucoup Sabine. Je propose que, à la suite de cette présentation donc, du diagnostic et du groupe de travail, qui présente donc un peu qui viennent de vous présenter le potentiel des services financiers numériques à Madagascar, nous enchaînions maintenant sur une discussion sur ces fameux services et la réponse au Covid-19, puisque c'est l'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui. Tous à travers le monde. Et on l'a bien vu, en temps de crise, les services financiers, on l'a vu par le passé, notamment dans nos interventions dans le cadre de la crise Ebola, ou après, par exemple, je prends pour autre exemple le tremblement de terre qui a eu lieu au Népal, ou des crises de réfugiés qu'on a pu connaître, notamment en Afrique, que les services financiers numériques digitaux, en tout cas des services digitaux de manière générale, peuvent venir en appui et en intervention dans ces crises-là. Donc, pour citer à nouveau le cas d'Ebola, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que le fait de pouvoir payer de façon digitale tout le corps médical qui intervenait et qui était, entre guillemets, distrait de sa mission parce qu'ils avaient des problèmes de paiement et n'arrivaient pas à être payés, donc à se nourrir et à subvenir à leurs propres besoins. Ce s'était mis en grève et ce qui a réussi à résoudre cette crise-là, c'est la digitalisation du paiement à tous les aides-soignants et les infirmiers qui intervenaient dans le cadre de la crise Ebola. Et ça a pu être mis en place très très rapidement dans des pays où, a priori, les services financiers digitaux n'étaient pas encore très 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 développés. Donc on peut voir que la mise en place de ces services-là peut transformer une situation et faciliter les choses. Et dans le cas de Covid-19, on sait que les services financiers digitaux, et ça paraît tout à fait logique à tout le monde, va faciliter le maintien de la distanciation sociale et aussi limiter les échanges de cash. Donc, l'objectif maintenant, là, c'est de commencer avec notre panel. Et pour ça, je vais me tourner vers notre premier intervenant, donc Tina Ramparani. Et je voulais vous poser une première question sur la situation donc, à Madagascar et sur l'impact du Covid-19 sur le secteur financier de Madagascar et sur les mesures que votre organisation et l'État a pris pour soutenir le secteur de la finance inclusive, notamment des services financiers numériques. Tina, à vous. Merci Karima. Vous savez, quand on a déclaré l'urgence sanitaire, il y a l'arrêt de plusieurs activités et en plus, ce sera pour une durée indéterminée. Donc, le réflexe des gens après cette incertitude, c'est que les déposants ont fait des retraits auprès des institutions financières, les emprunteurs aussi, ils n'ont pas la possibilité de faire le remboursement. Et il y a une nuance parce que il y a aussi la déclaration présidentielle sur le rééchelonnement des créances. Donc, les institutions financières ont en quelque sorte une crise de liquidité. Il y a donc des mesures qui sont prises par ces institutions. Ils ont invité leurs clients à négocier le calendrier de remboursement des crédits. Et il y a aussi les institutions qui ont demandé l'appui de l'État pour les aider dans leur survie et aussi pour faire face à la relance après la crise. Et c'est dans ce sens que la Banque centrale de Madagascar a mis en place une ligne de crédit à taux réduit
pour les micro et petites entreprises ainsi que les institutions de microfinance. Il y a aussi l'État qui, avec ses partenaires, mettre en place, mobiliser des fonds de garantie pour les crédits restructurés et l'assistance aux urgences et des dépenses courantes des entreprises. Voilà les appuis pour les institutions, mais vous savez aussi, l'État apporte ces appuis pour les personnes qui sont éprouvées par l'arrêt des activités. Et donc, on a apporté des subventions qui sont distribuées auprès des institutions financières. Et on a constaté que ces distributions provoquent des attroupements. Et c'est là qu'on a fait l'utilisation de la monnaie mobile. Et il y a la commission de supervision bancaire et financière a sorti une instruction spéciale pour faire face à ça. Comme a dit Bertrand tout à l'heure, il y a les personnes qui n'ont pas le moyen d'ouvrir les comptes de monnaie mobile parce qu'ils n'ont pas même des papiers pour leur identification. Donc, il y a c'est l'objet de cette instruction spéciale. On sait aussi que les services financiers numériques, comme a dit Karima tout à l'heure, ça limite le maniement des espèces. Et à mon avis personnel, et je crois que beaucoup d'entre nous partagent cet avis, le fait d'aller au cash point aussi pour échanger la monnaie, je crois que c'est pas bien. L'essentiel, c'est de pouvoir utiliser la monnaie électronique pour faire les transactions. Néanmoins, on a constaté durant la crise que l'utilisation de la monnaie électronique à partir des cartes de paiement ou des monnaies mobiles a augmenté auprès des magasins qui les acceptent. Et je crois que les choses qu'on a fait pourra conforter l'effort de l'État qui va essayer aussi d'utiliser le paiement électronique pour les paiements des salaires, des pensions, des bourses, comme ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Tina. Oui. Donc, on voit que les choses se mettent en place et qu'il y a un package d'aide et d'assistance aux institutions, aux entreprises qui s'est mis en place par le gouvernement. Donc, je voudrais maintenant peut-être prendre un peu de temps aussi pour parler avec donc Henri Diouf et de la réponse du système des Nations Unies au Covid-19. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette réponse? Comment est-ce qu'elle est structurée et donner peut-être un ou deux exemples concrets des activités qui ont été menées par le système des Nations Unies? Voilà, merci beaucoup Karina. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le système des Nations Unies vise à participer dans l'effort national de réponse au Covid et dans ce contexte, a élaboré un cadre de réponse socio-économique qui est organisé autour de 5 piliers d'intervention intégrée et qui met un accent particulier sur les groupes, les secteurs et les personnes les plus vulnérables ou bien qui risquent d'être laissés pour compte. Et ces 5 piliers sont les suivants. Donc, vous conviendrez avec moi que le premier pilier va être effectivement d'assurer l'accès aux soins de santé requis des personnes qui sont touchées par la COVID, mais aussi de prévenir la propagation de la maladie, tout en assurant la continuité des autres services de santé essentiels.
qui vise à traiter les autres maladies, à assurer les accouchements, etc. Parce qu'il est très important qu'on s'assure que les malades sont traités, mais aussi que les autres systèmes de santé puissent continuer. Le deuxième pilier d'intervention du système des Nations Unies, c'est d'aider les populations vulnérables à faire face à la pandémie et ses impacts par la protection sociale et le renforcement de l'accès aux services sociaux de base. Madame Tina vient d'en parler et Bertrand en a parlé aussi, qu'avec le confinement, il y a beaucoup d'acteurs en fait qui ont perdu leurs moyens de subsistance parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler de manière quotidienne et générer des revenus. Et ces personnes, on est en droit de les appuyer. Et le système des Nations Unies travaille avec le gouvernement de Madagascar pour les appuyer à travers un programme de protection sociale. Le troisième pilier de nos interventions au niveau du système des Nations Unies, c'est dans le cadre de la réponse et du relèvement économique du secteur productif et consiste à protéger les emplois, soutenir les petites et moyennes entreprises et les travailleurs du secteur aussi bien formel qu'informel grâce à des programmes de relance économique. Le quatrième pilier de notre intervention, c'est d'orienter la montée en puissance nécessaire des mesures de relance budgétaire et financière pour que les politiques macroéconomiques profitent aux plus vulnérables et renforcent les réponses multilatérales et régionales. Parce que comme vous le savez, donc l'ensemble de nos interventions doit se placer dans un cadre macroéconomique, de cohérence macroéconomique et de collaboration avec les différents partenaires financiers du pays de Madagascar. Et nous essayons aussi de travailler avec le gouvernement de Madagascar dans ce sens. Et le dernier pilier de notre intervention, c'est de promouvoir la cohésion sociale et d'investir dans les systèmes de résilience et de réponse communautaire. Encore là, il est très, très important que toutes les mesures qui vont être prises au niveau national à travers le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ne contribuent pas à renforcer des problèmes qu'on constate à Madagascar et qui font la vulnérabilité du pays par rapport à cette crise qui est le Covid. Donc, qui sont les problèmes d'exclusion sociale, les risques de conflits, etc. Au contraire, nous tenons, et c'est un vœu partagé par le gouvernement de Madagascar, à ce que toutes les actions puissent renforcer la cohésion sociale, puissent aider à renforcer la résilience des différentes communautés. Et je voudrais vous donner deux exemples d'actions, une qui est menée actuellement et une autre qui est prévue dans un futur très proche dans le cadre de la mise en œuvre de ce cadre de réponse socio-économique du système des Nations Unies. Le premier, comme j'en ai parlé, concerne le pilier 2, la protection sociale. Et donc, le système des Nations Unies, donc particulièrement le PNUD, l'UNICEF et le PAM, travaillent aux côtés de la Banque mondiale et de l'Union européenne dans le cadre du programme de protection sociale de Madagascar, nommé Tosika Fameno, donc qui consiste en des transferts monétaires non conditionnels et qui vise 230 000 ménages à Tana et à Tamatave, qui sont les plus affectés par les mesures de confinement. Donc, une partie de ces transferts sont faits par le mobile money, donc la finance numérique, donc qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Le deuxième exemple que je voudrais donner, et c'est quelque chose que nous préparons actuellement avec certains partenaires, donc c'est un programme de soutien des travailleurs et des entreprises du secteur informel à faire face à la COVID-19. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais jusqu'à présent, ces mesures ne concernent que les acteurs du secteur formel et nous avions discuté avec le gouvernement de Madagascar et avec d'autres partenaires pour montrer l'importance, en fait, d'inclure aussi le secteur informel parce que, comme vous le savez aussi bien, partout en Afrique, le secteur informel est le principal pourvoyeur d'emplois. Ici, à Madagascar, donc son importance est attestée par sa contribution à 24% du PIB total. Et si on considère le secteur informel agricole, donc on peut dire avec justesse que 90% des travailleurs à Madagascar évoluent dans ce secteur informel. Et donc, il est très important de les appuyer. Donc, ce programme que nous sommes en train de mettre en œuvre prévoit plusieurs activités, mais je vais en citer que deux.
Donc, c'est la mise en place d'un fonds de soutien aux acteurs informels afin de les aider à faire face à leur échéance de paiement de crédit auprès des institutions de microfinancement, de leurs fournisseurs, mais aussi à honorer leurs autres factures d'électricité, d'eau et de loyer, etc. Donc, qui sont nécessaires parce qu'il faut qu'ils puissent honorer ces engagements et qu'à la fin de la crise, qu'ils puissent continuer à mener leurs activités, préserver les emplois. Car on en a parlé tout à l'heure, Sabine en a parlé, Bertrand, Tiana et vous en avez parlé qu'avec le confinement, donc, il y a des activités de production qui ont été arrêtées. Et aussi, il y a une contraction de la demande, ce qui fait que ces entreprises ont des problèmes d'entrée d'argent, de trésorerie, qui font qu'ils ne peuvent pas honorer leurs engagements. Et aussi, donc, cette activité a le double objectif aussi d'aider les institutions de microfinancement à faire face aux difficultés de recouvrement des crédits. Madame Tina en a parlé tout à l'heure que c'est l'un des impacts les plus importants auxquels les institutions de microfinance font face actuellement, parce que beaucoup d'acteurs qui avaient contracté des emprunts ont des difficultés pour honorer leurs engagements. Et donc, en aidant ces acteurs à honorer leurs engagements, on aide aussi ces institutions de microfinancement à faire face à ce défi. L'autre activité de ce fonds donc, qui vise à promouvoir le développement économique des acteurs du secteur informel. Parce que, comme vous le savez, on se place aussi, nous, le système des Nations Unies, dans le principe du reconstruire en mieux, donc qui veut simplement signifier qu'il est important, et cela pour Madagascar et pour tous les pays africains de manière générale, que cette crise soit une occasion de renforcer la résilience de nos systèmes de production économique. Que cette crise soit une occasion de promouvoir le développement économique des différents acteurs. Et c'est la même chose pour le secteur informel. Et nous visons à travers ce fonds à leur permettre à accéder à des crédits, à des taux bonifiés pour faire des investissements de renforcement des capacités de production et d'amélioration de leur productivité afin qu'ils puissent mieux se placer dans le système de l'économie mondiale. L'autre activité, comme je l'ai dit, de ce programme, c'est la mise en place d'une plateforme de commerce électronique afin de promouvoir une connexion plus facile et moins risquée dans ce contexte de COVID avec le marché. Donc, pour d'une part, faciliter les approvisionnements d'intrants de production parce que ces acteurs du secteur informel, qu'ils soient dans le commerce ou bien dans la production, ont besoin d'intrants et qu'avec ce COVID, avec la crise du COVID, excusez-moi, de la COVID, donc ils ont des problèmes actuellement pour accéder aux intrants de production, mais aussi, d'autre part, de les aider à accéder à leurs clients traditionnels. Donc, ils ont des clients traditionnels qui ne peuvent plus bouger et auxquels les produits peuvent ne pas être accessibles. Et à travers cette plateforme de commerce électronique, donc ils peuvent maintenant accéder à leurs clients traditionnels. Mais plus important, dans cette perspective de développement économique que nous visons, nous voulons aussi les aider à accéder à un public plus large de nouveaux clients inexploités. Et donc, vous conviendrez avec moi que ces résultats ne pourront être atteints de manière optimale que par l'utilisation des outils de la finance numérique, avec les paiements par mobile money, transfert bancaire et carte bancaire, etc. Et donc, d'où l'importance de ce webinaire et de ce groupe de travail qui est mis en place afin de promouvoir la finance numérique à Madagascar. Merci Henri Diouf. Merci pour ces exemples très concrets de mesures qui sont actuellement en place et de mesures que sur lesquelles vous êtes en train de travailler, dont cette plateforme de commerce électronique. Avec cette intervention, maintenant je voudrais passer la parole à Sabine pour que Sabine puisse nous donner un peu aussi des exemples concrets d'intervention de UNCDF dans le cadre de la crise et de ce que ces exemples peuvent signifier en termes d'opportunités pour Madagascar. Sabine? Merci beaucoup, Karima. Oui, donc je pense que comme l'ont déjà présenté Tina et Henri Diouf, la crise, la pandémie COVID-19 a des conséquences désastreuses pour nos pays
Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à un tournant où d'aucuns pourraient dire que la pertinence du numérique n'est plus à démontrer dans le contexte actuel de mesures barrières, de distanciation et de confinement. Donc, au niveau du NCDF, c'est vrai, nous jouissons d'une expérience riche en matière d'utilisation des innovations numériques, notamment que ce soit des paiements numériques à l'offre de services financiers numériques, crédits numériques, micro-assurance, mais aussi des applications éducatives pour la prévention sanitaire, le diagnostic et la recherche aussi des contacts et des solutions de e-commerce, comme l'a mentionné Henri, qui allie à la fois les systèmes de paiement et de livraison à domicile. Et dans ce cas précis, permettez-moi de partager avec vous une histoire de transformation, ou plutôt de reconversion de SafeBoda. SafeBoda, c'est une société de taxi-moto avec 18 000 chauffeurs en Ouganda. Et la crise, bien sûr, il y a eu le confinement et il y a eu des fermetures de marchés, beaucoup d'impact, particulièrement pour les commerçants et les commerçantes au niveau des marchés avec la fermeture. Et donc, UNCDF a soutenu SafeBoda pour mettre en place une plateforme de commerce électronique qui met en relation les commerçants du marché avec les clients. Donc, à peu près 50 000 clients pourront utiliser cette application mobile de SafeBoda pour commander chez 800 commerçants de marché leurs denrées payées électroniquement et se faire livrer par les chauffeurs de SafeBoda. C'est intéressant dans le sens où Nicolas Kamanzi, qui travaille à SafeBoda, a déclaré il y a quelques jours: notre mission est de permettre aux entrepreneurs locaux de prospérer en un seul clic. Et ce partenariat est exactement cela. Et compte tenu de la situation COVID-19, l'accès est devenu un problème encore plus grave pour de nombreux Ougandais. Et nous pensons que nous pouvons commencer à faire partie de la solution en fournissant une plateforme aux vendeurs de marché et aussi à leurs clients pour permettre justement faciliter l'achat de marchandises et de denrées alimentaires. Et bien sûr, sans oublier les chauffeurs de SafeBoda, les vrais héros en fait de cette histoire qui font des livraisons sans contact depuis les marchés jusqu'au client final. Donc, un exemple pour montrer comment est-ce que dans le contexte actuel, il nous faut vraiment repenser les modèles de distribution, il nous faut repenser des solutions pour les petites et moyennes entreprises, pour les entrepreneurs qui sont dans l'informel, pour les personnes qui sont les plus touchées par cette crise, particulièrement au niveau, au-delà même du niveau sanitaire, mais au niveau socio-économique. Donc, c'est vraiment là où UNCDF et le PNUD peuvent mettre à disposition nos compétences techniques pour matérialiser l'opportunité du digital dans la réponse à la crise COVID au niveau de Madagascar. Et donc, je pense que nous aurons l'opportunité à travers les questions-réponses d'aborder voilà, plus en détail comment est-ce que notre contribution se fait au niveau de Madagascar. Merci, Karima. Merci Sabine. Et concrètement, en fait, on a fourni une assistance technique à SafeBoda pour mettre en place, donc UNCDF a fourni une assistance technique pour mettre en place la plateforme de e-commerce, puisque c'était une nouveauté pour cet opérateur qui essentiellement était un opérateur de mototaxi. Donc, il y avait une plateforme, mais pas une plateforme de e-commerce au moment de la crise. Et en l'espace de quelques semaines, tout ça a été mis en place assez rapidement. Donc ça, c'est une histoire assez incroyable et qui montre à quel point le digital peut apporter une réponse rapide, en tout cas à tous les problèmes. Je vous remercie tous et je voudrais passer maintenant rapidement aux questions qui nous sont posées. J'en ai une première d'ailleurs, donc qui s'adresse à Bertrand sur le diagnostic. Il y a une question sur les 18% de clients actifs. Donc, s'agit-il bien de clients actifs? J'imagine que oui. C'est bien. Le diagnostic fait référence aux clients actifs, n'est-ce pas, Bertrand? Oui. Oui, en effet. Donc ça, c'est une réponse assez rapide. Il y avait une question sur aussi, est-ce qu'on peut définir très rapidement, tu parlais de blockchain, est-ce qu'on peut définir très rapidement ce qu'on veut dire par blockchain là? Ah, c'est une très bonne question. En fait, le blockchain, c'est une technologie. Hein. Alors, c'est une technologie sans intermédiaire qui permet une transmission et un stockage d'informations entre contreparties.
Et blockchain, en fait, ça veut dire chaîne de blocs. En fait, ces blocs sont des informations. Et ça peut être, par exemple, dans le domaine des services financiers, un bloc, ça peut être une transaction, en fait. Donc, c'est une fois qu'un bloc, une transaction dans ce cas-ci, est validée, elle passe à la prochaine étape. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une technologie sans intermédiaire entre donc des gens, des contreparties, on va dire entre guillemets contractuelles. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire permet en fait, le service ou la technologie ne coûte quasiment rien. Un exemple, je ne sais pas si c'est tout clair. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question connaît ce qu'on appelle crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est en fait une sorte de monnaie numérique. Et cette monnaie, par exemple, utilise la technologie blockchain. Et je pense que dans le domaine de la finance digitale, c'est une technologie qui pourrait être très bien adaptée entre participants à une transaction. Donc ensuite, merci Bertrand, il y avait une question suivante, je pense que la personne peut-être est arrivée un peu en retard, qui redemande donc les chiffres du taux de pénétration du téléphone à Madagascar et, de la bancarisation, et le taux de bancarisation. Et donc, on l'a vu dans le slide initial, donc on a un taux de pénétration d'à peu près 40% des téléphones à Madagascar, donc d'utilisateurs de téléphones mobiles. Et on a un taux d'inclusion financière qui tourne autour de 18%. Donc, mais après, les prochaines questions vont s'adresser davantage donc, à nos 3 autres panélistes aussi, en plus de Bertrand. Les prochaines questions, elles s'intéressent aux obstacles aujourd'hui, justement au développement des services financiers numériques. Et les obstacles qui sont cités sont le coût des télécommunications, la couverture réseau, l'accès USSD pour les différents acteurs. Et donc, la question, c'est comment adresser ces différents problèmes ou ces différents challenges dans le développement des services financiers numériques. Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole sur cette première question. Moi, je vais oui. essayer de répondre à ça. Je crois que la création de ce groupe de travail est à point nommé parce que depuis longtemps, hein, je dirais, quand on a commencé à utiliser la finance numérique, il y a beaucoup de questions qui se sont posées et des réflexions, pourquoi on ne fait pas comme ça et tout ça, mais que ces interventions se font sporadiquement et la mise en œuvre de ce groupe, la mise en place de ce groupe de travail qui est aussi, je souligne, ça fait partie des comment on dit, des interventions. C'est prévu par la stratégie nationale de l'inclusion financière de Madagascar de créer des groupes de travail qui pourra avancer les différentes recommandations issues des différents acteurs. Donc, maintenant, je crois que c'est déjà pensé et nous remercions l'INCDF de nous appuyer pour la mise en place de ce groupe de travail parce qu'il y a les questions du USSD, les coûts élevés et tout ça. Je crois que c'est mieux de discuter ensemble sur ces points pour les acteurs ici à Madagascar. Merci. Merci. Je voudrais donner la parole à Sabine peut-être pour qu'elle nous donne un ou deux exemples concrets de résultats qu'on a pu obtenir au travers des groupes de travail, notamment au Bénin ou au Sénégal, qui ont permis des avancées dans le secteur. Oui, certainement, Karima. Peut-être que je veux d'abord prendre la question dans son sens large. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée de tous les acteurs de l'écosystème. Effectivement, il y a des problèmes d'adoption. Effectivement, il y a des problèmes d'infrastructure
numérique et la disponibilité de cette infrastructure, l'accès de cette infrastructure aux populations les plus vulnérables, dans les régions les plus éloignées, et l'utilisation de cette infrastructure pour pouvoir accéder à des services financiers. Il y a aussi le fait qu'il faut que l'offre de services soit adaptée aux besoins des clients. Donc, je dirais que l'objectif, en tout cas l'opportunité est là pour le gouvernement et les régulateurs de travailler, régulateurs télécoms et financiers, et bien sûr les partenaires techniques et financiers que nous sommes, de travailler ensemble pour juste, augmenter une meilleure capillarité de l'infrastructure télécom pour faciliter l'accès à l'outil téléphonique si celui-ci est une barrière à travers des modèles de paiement à tempérament ou de subvention du téléphone lui-même. Par exemple, nous, UNCDF, nous supportons la digitalisation de l'épargne, des groupes d'épargne en fait à Madagascar dans le Grand Sud actuellement. Et lorsque nous sommes allés, l'objectif c'était justement de pouvoir connecter ces groupes d'épargne à des comptes de services financiers mobiles. L'une des contraintes que nous avons vues sur le terrain, c'était l'électricité. C'est-à-dire, oui, on a le téléphone, mais comment on le charge si on a des problèmes d'électricité? Et du coup, dans le cadre de ce projet, nous avons revisé le projet pour pouvoir justement permettre aux partenaires de mettre à disposition aussi l'énergie solaire pour permettre aux groupes d'épargne de pouvoir charger leur téléphone, de pouvoir faire les transactions. Donc, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a effectivement des défis. Mais il y a l'opportunité de travailler ensemble pour augmenter l'accès à l'infrastructure mobile et aussi travailler sur l'éducation financière des populations pour qu'elles-mêmes puissent comprendre leurs droits et comment utiliser ces services financiers. Bien sûr, du côté de l'offre, c'est de travailler aussi avec les fournisseurs de services, les institutions de microfinance et autres pour construire une offre de services qui est vraiment adaptée à la clientèle. Et le groupe de travail permet justement ce cadre d'échange entre les différents acteurs, d'échange de bonnes pratiques pour justement faciliter la réalisation de ces objectifs. Oui, et donc comme on l'a vu, donc comme tu dis, c'est le groupe de travail est l'environnement idéal pour l'échange de bonnes pratiques, mais c'est aussi, et on l'a vu notamment en Zambie, c'est aussi le cadre dans lequel des décisions peuvent se prendre ou en tout cas peuvent être influencées. Et notamment en Zambie, on a vu que le groupe de travail a permis de réduire des coûts de transaction qui ont facilité ensuite une adoption plus forte dans le pays. C'est ce qui, et notamment, il a changé aussi la taille du portefeuille électronique que pouvaient détenir les individus. Donc tout ça, c'est des mesures qui ont pu être prises grâce à ce cadre neutre dans lequel tous les opérateurs peuvent se mettre ensemble, l'État inclus et le régulateur, et discuter et dialoguer des problèmes qui éventuellement, ou des situations qui empêchent le développement des services, en tout cas qui empêchent les services de décoller. En effet, Karima, dans les exemples que tu as cités, quelqu'un a parlé enfin, je crois que c'est Tiana, de l'accès USSD. Oui, le plaidoyer du groupe de travail au niveau du Sénégal a permis justement de contribuer à l'ouverture de l'accès USSD aux acteurs non mobiles, non telco. Et au niveau du Bénin, par exemple, un plaidoyer très fort sur la cybercriminalité et la sécurité des systèmes avec les opérateurs de téléphonie mobile avec des recommandations spécifiques qui ont été mises en œuvre par ces opérateurs. Donc, une plateforme, mais cette plateforme ne vit qu'à travers ses participants, ses membres, et donc c'est vraiment à nous tous que revient la responsabilité de pouvoir prendre des actions pour changer cette dynamique et pour plus d'adoption des services financiers numériques. D'accord. Je vais enchaîner peut-être avec une question. Je vais sauter une question, mais je reviendrai sur celle-ci après. Je vais passer à la question sur les difficultés que rencontrent certains opérateurs dans l'identification des utilisateurs et du coût que ça représente en fait. Et ils demandent s'il y a une expérience dans d'autres pays qui a montré qu'on pouvait faciliter en tout cas cette phase de KYC, comme on dit, de Know Your Customer, d'identification des clients, qui peut être développée et qui soit peut-être moins onéreuse donc pour les opérateurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des institutions de microfinance, un opérateur télécom ou une banque.
Je peux commencer si vous le souhaitez. Oui, vas-y. Alors, non, je dirais que l'identification est une barrière fondamentale à l'utilisation des services financiers numériques, puisque dans la plupart des pays, même pour avoir une carte SIM téléphonique, certains régulateurs ont décidé qu'il faut que la personne soit identifiée sur la base d'une carte d'identité avant de pouvoir avoir la carte SIM. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et dans d'autres, vous avez à la fois cette contrainte qu'il faut être identifié pour avoir une carte SIM et il y a la réglementation financière qui, elle, dit vous pouvez avoir un compte light, c'est-à-dire vous n'êtes pas techniquement identifié, vous n'avez pas montré de pièce d'identité, mais vous pouvez utiliser le mobile money pour faire des transactions à un niveau plus faible. Donc, ce qui se passe au niveau de l'identification, il y a plusieurs modèles. Je dois dire que nous-mêmes, UNCDF, à travers le plaidoyer, par exemple en Zambie, contexte différent, je reconnais, mais à travers le plaidoyer, nous avons permis à l'écosystème et à la Banque centrale de la Zambie de déclarer, par exemple, la carte de réfugié comme un identifiant acceptable pour avoir accès à un compte mobile money et permettre des transactions pour les réfugiés. Il y a aussi un grand programme de la Banque mondiale qui s'appelle ID4D, qui soutient les gouvernements dans la mise en place de systèmes d'identification et qui permettra de faire ce qu'on appelle le eKYC avec plusieurs programmes dans ces pays. Vous avez aussi l'option d'utiliser la biométrie. Certains fournisseurs de services, par exemple, dans les pays où nous travaillons, que ce soit au Sénégal ou en RDC, utilisent la biométrie, donc pour pouvoir identifier leurs clients et ces informations-là pour des services financiers numériques. Il y a des modèles. Je pense que l'opportunité est là de travailler avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers pour voir les modèles les plus pertinents pour Madagascar et voir comment est-ce que nous pouvons contribuer sur ce chantier. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Je vois qu'on est un peu pris par le temps. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de questions. Donc, je vais revenir sur peut-être deux questions qui sont là et qui portent donc qui portent sur les programmes d'appui au secteur informel et au secteur de la finance inclusive. Donc là, je pense que c'est donc pour Henri Diouf et pour Tina, peut-être de revenir sur juste rapidement sur le calendrier des programmes d'appui que vous avez cités dans vos phases d'introduction. Et puis, il y aura une dernière question sur justement le groupe de travail, peut-être. Et on s'arrêtera là puisqu'on n'est plus qu'à 1 minute. Henri, Tina, si vous pouvez juste revenir sur le calendrier que vous aviez cité, donc des différents programmes d'appui. Oui, merci beaucoup, Karina. Et je voudrais rapidement peut-être revenir sur la dernière question pour ajouter aussi que nous, dans le cadre de ce programme avec le secteur informel, on vise aussi à renforcer cet aspect de l'identification des acteurs. Et nous sommes en train de réfléchir sur certaines stratégies. Et parmi celles-ci, c'est vraiment d'utiliser certaines bases de données qui existent déjà dans le pays et donc de les exploiter afin de retirer l'information qu'il faut. Donc, il y a aussi l'aspect de la biométrie. Donc, on a parlé tout de suite, Sabine, qui est un outil assez important pour cette identification des clients. Maintenant, pour ce qui concerne le calendrier, nous sommes actuellement en phase d'instruction du programme, mais nous tenons à dire que nous voulons commencer à travers nos fonds propres à exécuter ce programme avec le secteur informel au plus tard en début juillet, qu'on puisse commencer à exécuter certaines activités. Mais comme je l'ai dit, donc ça va être qu'une partie parce que nous visons en fait un nombre beaucoup plus important d'acteurs, mais d'ici le 1er juillet, normalement, nous devrions commencer à travailler avec un premier groupe d'acteurs avec les moyens que nous avons actuellement avec nous. Et donc, mais en même temps, nous allons essayer de mobiliser davantage de ressources pour accéder à beaucoup plus d'acteurs. Ok, merci. Et Tina, donc le calendrier, j'imagine le vôtre a déjà commencé, donc il est en cours. Mais est-ce que vous pouvez juste revenir sur les différentes mesures que vous avez citées d'appui et quand elles ont démarré et les prochaines étapes peut-être? Merci Karima. Comme vous avez dit, il y a des actions qui sont déjà en cours maintenant. Pour l'État
à consacrer des fonds pour aider dans ce cadre de crise, mais je ne peux pas pour le moment dire combien est destiné à quel acteur, quoique on sait que les institutions financières qui vont travailler avec les petites et moyennes entreprises et aussi pour faire démarrer l'économie, on sait qu'il y a des priorités pour quel acteur on va appuyer d'abord pour pouvoir aider, parce que tous les acteurs vont s'entraider pour sortir de cette crise. Donc là, je ne peux pas pour le moment dire quand est-ce qu'on le fait, mais on tient compte des différentes comment on dit ça, les différentes importances de chaque acteur dans voilà, dans l'écosystème. Dans l'écosystème. Merci. Voilà. Ok, merci Karima. D'accord. Donc, donc malheureusement, par faute de temps, je ne peux pas adresser toutes les autres questions. On essaiera d'y répondre par email ensuite après ce webinaire. Il y avait une question qui concernait donc le groupe de travail. Donc, juste pour rappel, le groupe de travail, donc, ceci est une proposition dont les termes de référence seront partagés avec l'ensemble des acteurs qui ont été cités, donc, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes contribuer à la constitution du groupe de travail. La question était qui contacter pour ce groupe de travail. Donc, pour ce webinaire, vous avez eu comme contact dans l'invitation le nom de notre collègue Dina Eri Nana, pardon. Merci de m'aider. Pardon, excusez-moi d'avoir déformé son nom. Donc, son email, vous le retrouverez aussi dans un email de suivi après ce webinaire. Donc, vous pourrez la recontacter si vous avez des questions par rapport au groupe de travail. Vous aurez aussi un sondage qui sera diffusé juste après le groupe, juste après ce webinaire, dans lequel vous pourrez partager vos coordonnées et vous pouvez indiquer aussi si vous êtes particulièrement intéressé par le groupe de travail. Voilà. Donc sur ce, il est déjà, pour moi, il est 11 heures passées de 4 minutes. Pour vous à Madagascar, il est midi passé de 4 minutes. Donc je voulais tous vous remercier. Et surtout remercier donc nos panélistes. Merci Henri Diouf, merci Tina, merci Bertrand, merci Sabine pour vos interventions et merci à tous les participants pour le temps que vous venez de nous consacrer et pour vos questions. Et nous allons faire de notre mieux pour faire une petite synthèse de toutes ces questions et voir comment nous allons pouvoir vous répondre par la suite de façon électronique par email. Donc, voilà. Merci. Merci à toi, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.